Newscom Africa Holding lance aujourd'hui Morocco 21, un cycle de conférences et un forum visant à approfondir la réflexion et le partage de savoir-faire dans la construction du Maroc du XXIe siècle avec la participation d'experts internationaux. Au cœur de cette initiative se trouve le nouveau modèle de développement initié par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Morocco 21 proposera de se pencher sur des axes stratégiques du rapport de la Commission spéciale pour le nouveau développement et de bénéficier des best practices à l'international pour la mise en œuvre d'actions transversales, multisectorielles, prioritaires. Morocco 21, ce sont des experts qui viendront partager leur expérience et les clés de succès dans leur domaine d'expertise durant l'année 2021-2022 et un forum en juillet rassemblant des experts et décideurs marocains et internationaux pour présenter les recommandations, débattre des enjeux et confronter de nouvelles idées pour notre futur commun. Morocco 21, c'est aussi une plateforme constructive de partage et d'échange, et ainsi qu'un débat nécessaire pour accompagner toutes les composantes de la société marocaine dans la mise en œuvre de notre projet commun. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence Morocco 21 qui se penche sur un sujet brûlant d'actualité, la cybersécurité, et plus précisément la sécurité digitale, les deepfakes et la manipulation des réseaux sociaux. Avec un expert venu tout droit de Tel Aviv, hub mondial des entreprises leaders en cybersécurité. Avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Dan Brahmi, cofondateur et CEO de la start-up israélienne Cyabra. Merci de l'applaudir. Et bien sûr, ce qu'il faut quand même dire, c'est que grâce au progrès de ce type de technologie, qui touche justement ces manipulations et ces falsifications en ligne, ces acteurs dont on parlait, ces acteurs malicieux et néfarieux, sont très, très sophistiqués. Et donc, la question c'est, y a-t-il une solution aujourd'hui, que ça vienne d'un organisme gouvernemental ou d'une société privée technologique, y a-t-il aujourd'hui des solutions qui peuvent agir en tant que filtre? Voilà la grande question. Alors, avant de passer au vif du sujet, j'aimerais quand même vous montrer une petite vidéo assez intéressante de Barack Obama. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même une vidéo de Barack Obama. On va y toucher dans 10 secondes. C'est marrant parce qu'on parlait c'est de plus en plus d'actualité, le sujet de la metaverse et de la réalité alternative et comment Facebook est en train de faire une transition vers deux types de réalités. La réalité de nos jours et la réalité en ligne. D'accord ? Mais avant de parler de ça, on va peut-être parler de choses un petit peu plus simples, un petit peu plus proches de cette vidéo de Barack Obama. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, j'aimerais quand même juste vous expliquer à 100%. C'est une vidéo qui a été générée en l'espace de quelques minutes par un algorithme qui s'appelle l'algorithme de deepfake. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'est une vidéo qui présente Barack Obama. Vous pouvez la voir sur YouTube, elle a plusieurs millions de vues. Ça, ce n'est qu'un extrait de la vidéo. Après, il va se lancer sur des insultes et je ne sais quoi sur Donald Trump et ainsi de suite. Donc, je voulais offenser qui que ce soit, donc j'ai mis la partie la plus gentille. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Parce que je suis sûr que si là, on fait un petit sondage et que je demande aux gens dans la salle qui est-ce qui savait que c'était une vidéo falsifiée, je ne sais pas si on touche les 50%, même pas. Donc, vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. D'accord ? La technologie des deepfakes, c'est une technologie qui est basée sur ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network, ou c'est donc l'équivalent du deep learning. Alors, c'est des grands mots, des mots-clés dont on n'a probablement jamais entendu parler, mais juste pour vous donner un petit indice, vous pouvez faire quasiment la même chose que ce que vous venez de voir avec Barack Obama,
sur des applications qui sont sur le App Store et le Google Play, qui sont super réalistes. Vous pouvez faire la même chose pour des photos. Je vais même vous donner un lien. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle This Person Does Not Exist. Je répète, This Person Does Not Exist. Et à partir du moment où vous cliquez Refresh, à chaque fois, vous avez une photo d'une personne qui n'existe pas. Vous imaginez comme c'est pratique quand on veut créer des bots et des trolls et des marionnettes en ligne. Vous imaginez bien, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'empreinte digitale. Et non seulement il n'y a plus d'empreinte digitale, mais il n'y a même plus de photos. Donc, à quoi s'attendre? C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, on commence à y toucher aussi. Parce que là, je vous ai montré une vidéo de Barack Obama, mais on est de plus en plus axé aujourd'hui dans la deepfake vocale, y compris. Donc on peut falsifier le timbre de voix de Tarek, on peut falsifier le beau visage de Tarek aussi, d'accord? Et donc ça commence à être embêtant, parce que tu peux dire n'importe quoi, n'importe où. Et voilà l'exemple de Barack Obama. Mais ce n'est que le début. Parce que beaucoup de gens nous posent la question depuis l'existence de notre société qui a été fondée il y a 3 ans et demi. Beaucoup de gens nous posent la question, bon mais Dan, d'accord, c'est très bien tout ça, mais les fake news, la désinformation, ça touche quasiment personne, il n'y a pas de dégâts, on ne sait même pas, voilà, je veux dire, c'est quoi, ça touche qui en fait? L'impact est profond, hein. Il n'est pas juste profond, il est très profond. À un point où on se rapproche des 80 milliards de dollars par an. Ce sont les dégâts estimés par les fake news et la désinformation en ligne, 80 milliards de dollars. Et ça, c'est une étude qui a été faite fin 2019. Vous imaginez bien que ça ne fait que grandir. C'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre ne représente uniquement que les résultats de recherche qui ont été effectués par ces universités et ces think tanks et ces NGOs. C'est-à-dire que ça ne fait que gratter la surface de la menace. Et la surface de cette menace, nommée fake news et désinformation, c'est 80 milliards de dollars de dégâts. Alors, je parlais justement des industries. Qu'est-ce qui est affecté par ce problème de fake news et d'anonymité digitale et donc d'influence en ligne? C'est une question très importante. Et pour ceux qui ont un doute, premier exemple, PepsiCo. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette société, quand même une grosse boîte, cotée à la bourse pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors c'est marrant parce que je vous explique ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Un tweet sur Twitter, donc un post sur Twitter, qui a créé une rumeur de la directrice générale de PepsiCo, en l'espace de moins de 48 heures, a fait baisser la cote à la bourse de PepsiCo de quasiment 10%. Je répète, parce que c'est compliqué des fois à comprendre. 10% de PepsiCo s'est fait effacer par une rumeur qui n'a jamais été faite, jamais été dite. Ce sont des propos qu'elle n'a jamais tenus. 10% de PepsiCo s'est fait effacer. Ça leur a pris 8 mois pour revenir. 8 mois pour revenir. Et donc quand les gens me posent la question, mais quel est l'objectif de ces acteurs malicieux qui veulent essayer de créer ces effets boules de neige et ces avalanches? 10% de PepsiCo. Voilà un exemple. Deuxième exemple, c'est nous. Nous, les internautes, les gens simples, qui lisent les news, qui lisent les articles, qui vont repartager des vidéos, repartager des images ou même des textes simples. Alors sans trop rentrer dans la polémique de la politique et des pays de je ne sais quoi, il y a eu des rumeurs comme quoi, dans les élections présidentielles des États-Unis en 2016, il y a eu une interférence internationale venant d'autres pays, et non pas forcément des États-Unis. Donc quand on pose la question, ça touche qui? Ça nous touche nous. Parce que si on arrive à faire tilter les résultats des courses et les polls des élections sur un certain État aux États-Unis, ce qui permet d'arriver à vraiment, au lieu de 49-51, 52-48,
voyez ce que ça veut dire. Troisième exemple très concret, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui touche la fraude au CEO. Quand on arrive à falsifier le timbre de voix du PDG d'une énorme banque, et son image, et son numéro de téléphone, ça veut dire qu'on peut appeler notre assistant et lui dire Daniel, est-ce que tu peux faire un virement, s'il te plaît, de 25 millions de dollars sur le compte ta. Je t'envoie les coordonnées juste après, j'ai besoin que tu le fasses tout de suite et je t'enverrai le contrat. Je demande au département juridique qui te l'envoie juste après, mais tu dois le faire tout de suite. C'est urgent, c'est pour notre partenaire avec je ne sais qui au Maroc. D'accord. 25 millions de dollars qui sont détournés. Parce que c'est la même voix, le même numéro de téléphone et le même visage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. Voilà qui est ce qui est affecté. Les entreprises, les internautes et les gouvernements, l'un envers l'autre des fois. Donc ça touche tout type de sujet. Alors j'aimerais juste expliquer vraiment 2 mots sur notre société et ensuite on va passer à autre chose. La raison pour laquelle nous avons fondé Siabra il y a à peu près 3 ans et demi, c'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on s'est justement rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de mécanisme de filtrage en ligne pour les conversations et pour les opinions. Il n'y en a pas. Et on se situe dans une situation assez intéressante, étant donné que mes associés, donc Youssef et Ido, qui sont mes cofondateurs technologiques, qui eux ont servi pendant plusieurs années à l'armée israélienne dans ce qu'on appelle l'équivalent du Special Operation Command, qui dirigeait le département de la guerre d'information. Ce sont les gens qui faisaient la recherche, l'étude et l'analyse de ce type de menaces. Bien avant que la fraude au CEO n'existe, bien avant que les élections soient interférées en 2016 ou 2020 ou je ne sais quand. Bien avant. Parce que je vous signale que c'est une menace qui existe depuis très peu de temps. Mais l'influence, excusez-moi, ça a changé de technique. Avant, c'était les journaux, excusez-moi. Pardon. Avant, on parlait de journaux, et aujourd'hui, on parle de pub sur les réseaux sociaux. Et donc, la méthode existe depuis très récemment, mais le tunnel d'information n'est plus le même. Voilà ce qui s'est passé. Mis à part ceci, on a aussi reçu des investissements de fonds comme Founders Fund, qui est le venture capital arm qui a été fondé par Peter Thiel et Sean Parker. Peter Thiel étant le cofondateur de PayPal et Palantir, et Sean Parker, bizarrement, qui était le PDG de Facebook au début de son parcours. Founders Fund, qui est quand même un fonds d'investissement de quasiment 10 milliards de dollars. On a d'autres investisseurs comme OurCrowd, qui est un des plus gros fonds israélo-américains de 2 milliards de dollars. Et on a aussi même les cofondateurs de Tinder. Donc on a reçu cette prestation, ce vote of confidence, entre guillemets, qui nous permet d'aller plus loin. La façon dont laquelle nous analysons la solution est la suivante. De notre point de vue, le seul moyen de pouvoir y remédier à ce type de problème, à ces menaces de désinformation, de fake news et de propagande, est de la manière suivante. On va se concentrer sur 2 axes. Le premier axe étant mesurer l'impact, ce qu'on appelle justement l'effet boule de neige et la prolifération de certains sujets en ligne. Et le deuxième axe est l'authenticité. D'arriver à comprendre quelle est l'authenticité des acteurs qui sont impliqués dans ces effets boule de neige et l'authenticité du contenu. D'arriver à voir la vidéo comme celle de Barack Obama et de dire sur 1000
frames qui ont été créés par cet algorithme, on a réussi à trouver les 15 qui représentaient le plus haut niveau de manipulation. C'est le seul moyen de pouvoir y remédier. Je vous donne un exemple concret. On va prendre justement, en parler de Facebook. Fournir uniquement des solutions de fact-checking avec une quarantaine de sociétés qu'ils emploient et plus de 20 000 content moderators dans leur équipe et de l'intelligence artificielle qui a été développée in-house, ça demande quand même à se poser la question, pourquoi on en est encore là? On a des poches, des budgets sans fin, on a les meilleures équipes du monde, les meilleurs ingénieurs du monde, et pourtant, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, dites-moi ce que vous en pensez. On est au même état, on est à la même case qu'avant. Et je vais vous donner un indice. La raison pour laquelle les solutions doivent parvenir du marché privé ou d'avoir un certain aspect régulationnel venant des agences gouvernementales, c'est parce qu'il y a un intérêt commercial très clair d'avoir le plus de propagande possible sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'a dit l'équation? L'équation dit la chose suivante. Quand je lance un message sur Facebook ou sur Twitter, plus j'ai d'amis qui vont y réagir et faire de likes, de partages et de faire de commentaires, plus on va réussir à exposer le message. Et plus on expose le message, plus l'avalanche grandit. Et plus l'avalanche grandit est égal à des dollars. Donc la raison pour laquelle cette solution ne peut pas aujourd'hui venir de façon interne des réseaux sociaux, bien qu'ils fassent beaucoup d'efforts, mais la question se pose quand même, est-ce que ce sont les bons efforts avec le bon état d'esprit? C'est parce qu'il y a un objectif financier qui se cache derrière les coulisses. Alors, quand je discutais justement avec Omar, Isabelle, avec tout le monde, avec nos partenaires ici de Morocco 21 et Nikash, on s'est dit, est-ce qu'on peut quand même essayer de donner quelques astuces? Parce que mon rôle n'est pas forcément que vous partiez de cette conférence en ayant la chocotte et dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir demain. » Non, non, ce n'est pas l'objectif, je vous rassure. L'objectif, c'est quand même de dire, à l'horizon, il y a quelques astuces qu'on peut fournir en tant qu'internaute, en tant que consommateur. La première, mais je vous promets, c'est vraiment important de le faire, j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure. Avant de réagir, quand vous voyez quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, avant de réagir, avant de liker, avant de repartager ça sur WhatsApp ou sur je ne sais où, posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est une étape qui prend en moyenne entre 3 et 5 secondes, mais qui permet quand même d'éviter énormément de propagande. N'hésitez pas à vous poser la question, à relire, à vous dire, est-ce que c'est réel ce que je suis en train de voir? Est-ce que cette personne l'a vraiment fait? Est-ce que Barack Obama l'a vraiment dit? Posez-vous cette question. Cela ne vous prendra que 5 secondes et ça va permettre de résister de façon quand même assez efficace à être impliqué dans ces avalanches digitales. Donc la première astuce que j'aimerais vous offrir aujourd'hui, c'est une astuce que j'offre à ma mère de façon quotidienne et à moi-même. Posez-vous la question. Si après vous avoir posé la question, vous vous dites « je ne suis pas sûr quand même, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond », et bien la deuxième chose à faire, c'est de lire les commentaires et les réponses. On peut apprendre énormément sur la nature et les intentions des acteurs qui sont impliqués dans ces avalanches et ces effets boules de neige, juste en descendant un peu avec votre souris
et en lisant les commentaires et les réponses. Vous pouvez en apprendre une tonne. Parce que quand on veut essayer d'orchestrer justement ces effets boule de neige, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont essayer de promouvoir un certain objectif ou un certain message, pas forcément qu'en faisant du repartage, mais aussi en marquant quelque chose en dessous. Donc si vous n'êtes pas sûr, après la première étape, de se poser la question en 3 secondes, lisez les commentaires et les réponses. Ça va prendre 15 secondes. Donc on en est en moyenne entre 18 et 20 secondes. Jusque-là, ça va. C'est faisable. Troisième astuce, et quand même une des plus importantes aussi, et après on aura terminé la présentation. Si après tout ça, vous n'êtes toujours pas sûr, alors à ce moment-là, demandez-vous, est-ce qu'on est en train de suivre, est-ce que je suis en train de promouvoir une info qui vient d'une source professionnelle et véridique et plausible? Je vous donne un petit exemple. Si demain, c'est un exemple d'hier soir, si CNN va marquer quelque chose sur Jamie Dimon, j'ai tendance à quand même y croire un petit peu plus. D'ailleurs, que ce soit CNN ou BBC ou peu importe, ou TF1, j'ai tendance à y croire un petit peu plus que si demain le même type de news venait du blog à Roger. J'ai rien du tout contre le blog à Roger. C'est juste que il faut quand même se poser des questions et d'essayer de comprendre le niveau de prestige et d'authenticité de la source en elle-même. Chose qui est accessible à toute personne qui lit des informations en ligne. Donc pour récapituler, en l'espace de 30 secondes, quand vous n'êtes pas sûr, avant d'appuyer sur le bouton « Partager » ou « Lire », posez-vous 3 questions. 1. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça me paraît logique? 2. N'hésitez pas à lire les commentaires et les réponses, si vous n'êtes pas sûr, pour pouvoir comprendre un peu plus la nature et les intentions de ces acteurs. Et 3. Essayez de comprendre si on fait face à des conglomérats de médias et des sources d'infos. I can help you find a place when I know your location. In security and privacy settings, choose the privacy tab. C'est Siri qui n'était pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à comprendre l'authenticité et le prestige et le niveau de professionnalisme des sources que vous suivez. Voilà. Je vous remercie pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Dan Brahimi. Je vous invite à vous asseoir. On va débuter une conversation et ensuite, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez préparer déjà en amont vos questions. Alors, Dan Brahimi, effectivement, on a évoqué la start-up Siabra. Et la question que j'ai envie de me poser, c'est on a traversé une crise pandémique qui a mis tout le monde au diapason, on s'est tous retrouvés confinés. Est-ce que ces menaces, ces risques, ces problématiques qui se posent auprès des entreprises, des organisations, se sont démultipliées pendant cette période? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après cybersécurité par rapport à ces questions d'impact financier dont vous avez parlé? L'impact de la cybersécurité durant le Covid s'est décuplé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on en discutait juste avant la conférence d'ailleurs avec quelqu'un à l'extérieur qui me disait mais est-ce que vous trouvez que les gens sont prêts, que les entreprises sont prêtes, étant donné ce qui s'est passé pendant quasiment 1 an et demi, voire même presque 2 ans maintenant. Et on se rend compte que une des choses les plus intéressantes dans le Covid, et donc cette multiplication de menaces de cybersécurité, que ce soit sur les menaces digitales ou pas, c'est le fait que les gens s'ennuyaient à la maison. Ça, c'est la première chose. Imaginez-vous ce qui se passe. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une société, dans une banque, qui a 50 000 employés, peu importe où. Puis tout d'un coup, vous vous retrouvez du jour au lendemain à dire « je travaille remote, à la maison,
je prends mon ordi, soit mon ordinateur du travail directement, soit je vais travailler de mon ordi à la maison, avec d'un côté les enfants qui crient à gauche et de l'autre côté la maison qui s'écroule à droite. Et donc ça fait qu'il y avait énormément de distractions. Distractions qui n'existaient pas auparavant. Et ces distractions, ce sont des failles. Ce sont des failles, ce sont des faiblesses, justement, pour ces hackers, pour ces menaces. Encore une fois, que ce soit la guerre d'information ou que ce soit pour essayer de hacker un compte mail d'une personne qui travaille dans une banque. Donc ce sont des menaces qui n'existaient pas du tout auparavant. Donc l'ennui, c'est la première chose. Et 2, c'était le manque de préparation de ces sociétés. Alors je ne vous parle pas des startups et ainsi de suite. Moi je vous parle des grosses banques. Vous imaginez à quel point c'est compliqué de changer l'infrastructure de travail et de devenir remote pour une société comme Barclays. Du jour au lendemain, il faut avoir 50 000, 100 000 employés qui travaillent à la maison. Des gens qui n'ont jamais utilisé Zoom de leur vie. Il y a des gens qui n'utilisaient quasiment pas leur email. Puis tout d'un coup, ils vont confondre l'email personnel avec l'email professionnel. Et il y a des infos complètement secrètes et sensibles qui vont passer d'un endroit à un autre. Chose qui n'existait pas auparavant. Donc le Covid a changé la réalité de la cybersécurité de ce point de vue-là. Et donc oui, ça a été multiplié de façon phénoménale. Le nombre de menaces aussi d'ailleurs. Merci. Alors, Dan Brahimi, le Maroc n'a pas été épargné, hein, il faut le dire. On a été, nous aussi, victimes à différents degrés depuis plusieurs années de cyberattaques, notamment auprès des petites et moyennes entreprises notamment. Et puis, tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé notamment avec le groupe Danone, les rumeurs qu'il y a eu, si vous vous en souvenez. Et encore aujourd'hui d'actualité, si on regarde l'actualité avec le site de la CGM qui a été hacké, il faut le dire. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment outillé et armé? Est-ce qu'il y a suffisamment d'outils? Est-ce que ça demande à une organisation, une institution de complètement repenser son système de management? C'est ma première visite au Maroc. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, mais... si on prend Israël, par exemple. Non, mais je rigole. Je vais être franc, je vais répondre à votre question. Il y a plusieurs signes qui indiquent comme quoi, oui, il y a peut-être un manque de préparation aujourd'hui dans l'infrastructure marocaine, que ce soit par rapport à l'infrastructure technologique du secteur privé ou même venant des organismes gouvernementaux. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit c'est ma première visite au Maroc. Je veux pas que les gens pensent que je dise quelque chose de grave. Ça aurait été la même réponse si j'étais en France, juste pour vous expliquer. Ça aurait été la même réponse si on était en Angleterre ou si on était aux États-Unis, parce que à ce niveau-là, le Maroc n'est pas unique en son genre. Malheureusement, le Maroc n'est qu'une cible parmi tant d'autres. Mais le Maroc est une cible parce que c'est un marché intéressant pour les hackers, parce que quand il y a des failles, il y a des bénéfices pour ces acteurs malicieux. Et donc, ils ont trouvé une faille. Voilà. Donc, je pense que il y a encore pas mal de pas à faire d'un point de vue préparation, d'un point de vue évolution, encore une fois, que ce soit sur le secteur privé ou sur le secteur public. Alors, la plupart des collaborateurs dans toutes les entreprises, et je parle en connaissance de cause, on échange beaucoup plus maintenant avec les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Et on l'a vu dernièrement avec le blackout qu'il y a eu sur WhatsApp, qui est tombé en panne pendant 48 heures. On s'est retrouvé tout de suite à aller sur d'autres plateformes. Et il y a 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'on se dit, bon, on revient à une méthode plutôt classique, ou on va vers ces plateformes comme Signal, comme Telegram, comme
Une des raisons pour lesquelles les gens ne se sentent pas forcément à l'aise de nos jours sur des plateformes comme WhatsApp, c'est parce que WhatsApp fait partie d'un conglomérat plus grand que WhatsApp, qui s'appelle aujourd'hui Meta. C'est le groupe qui était connu auparavant comme Facebook. Et ce groupe constitue de la plus grosse plateforme de réseau social en ligne. Hein, c'est Facebook, plusieurs milliards d'utilisateurs hebdomadaires. Il y a WhatsApp, qui a la communication messaging, instant messaging, et on a Instagram. Donc, si on réfléchit bien d'un point de vue audience et d'un point de vue moyenne d'âge, bah, on touche on va dire Instagram, ça commence à entre 10 et 12 ans, hein, au début de l'adolescence. Donc c'est du très jeune âge jusqu'à ma grand-mère marocaine. Voilà. Donc c'est une stratégie qui est quand même assez intéressante d'un point de vue du conglomérat de Meta. Mais les gens ne se sentent pas à l'aise des fois sur WhatsApp parce qu'ils se disent, est-ce que ce que je dis et ce que je transmets sur WhatsApp, c'est quelque chose qui va être promu sur les autres plateformes? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que Meta ait été, qu'ils aient fait cette fusion de plateformes. Ils sont en train de se rapprocher de la fusion des plateformes de messaging aussi. Sur Facebook, il y a Messenger, qui va bientôt fusionner avec WhatsApp, qui va bientôt fusionner avec le Instagram Messaging. Donc ça laisse quand même une petite question, qui va voir quoi? Et donc forcément, à partir du moment où les gens voient que tout d'un coup il y a un blackout de 24 heures ou de 48 heures, bah, ils se posent des questions. Ils se disent, mais je pense pas que la question à travers l'esprit des gens, c'est est-ce que je devrais arrêter d'utiliser un smartphone? Parce que c'est très difficile de vivre dans une société sans smartphone aujourd'hui, que ce soit pour faire des affaires, ou en tant que médecin, ou en tant que je ne sais qui. Mais la question est plus axée sur est-ce que je devrais rester sur une plateforme unique? Et donc c'est pour ça qu'il y a des alternatives, justement, comme vous disiez très bien, comme Telegram, comme Signal et d'autres, qui ont pris une ampleur phénoménale en l'espace de moins de 24 mois, surtout pendant la pandémie d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, parce que les gens commencent à avoir peur, à se poser ces questions, justement. Merci. Alors, aujourd'hui, on a ce phénomène vous avez parlé de 80 milliards par rapport à l'impact. Et est-ce que ces entreprises, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'acteurs, de DSI, etc., est-ce que y a-t-il une action à mener au sein des entreprises? Je veux dire, mettre en place un département cybersécurité au sein de ces structures dédiées, parce qu'elles n'existent pas encore, on n'a pas encore mis en place ça. Est-ce qu'il faut aller vers ça? Ma réponse courte est oui, hier. Oui, hier, parce qu'on est dans un monde où on n'a plus le choix. Et donc forcément, on doit commencer à prendre certaines mesures pour pouvoir répondre à ce type de menaces. Et le seul moyen de le faire, c'est de ne pas attendre et d'espérer que ça passe. Parce qu'à partir du moment où ça arrive une fois, en général, ça arrive 2 fois. Et plus. Et donc, le premier conseil, c'est oui, de commencer à s'y préparer. Oui, de prendre la décision de recruter les gens nécessaires et d'ouvrir ce type de département. Et si la société n'a pas l'état d'esprit et ou les moyens de s'y mettre tout de suite, ne pas hésiter à faire ça en outsource. Il y a énormément de sociétés mondiales qui n'ont pas forcément comme priorité aujourd'hui, tout de suite, de se lancer dans la défense contre les attaques de cybersécurité, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts. Donc que ce soit interne ou externe, que ce soit développé à l'intérieur en ouvrant un département avec l'ADN de la société ou de le faire en outsource, ma réponse reste la même. Oui, hier.
Alors, il y a une question aussi, c'est par rapport au fait que, quand on a vu, vous avez cité de nombreux exemples, forcément, ça pousse les gens à moins vouloir communiquer. Il y a une sorte de marche arrière qui se fait, on a moins envie d'avoir un profil, de s'exposer sur les réseaux sociaux, d'exposer son entreprise, de créer une page. Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à cette prise de conscience? C'est un peu comme les smartphones. C'est très difficile aujourd'hui de vivre sans smartphone, mais je me demande si c'est facile de vivre sans réseaux sociaux. Parce que quand on nage dans cette piscine d'informations et de connexion digitale avec nos amis et nos soi-disant amis et nos collègues et nos étudiants et je ne sais qui, on est habitué à un monde où on a accès à tout, n'importe quand, n'importe comment. Si j'ai une question à poser à mon ami qui a fait des études avec moi à Tel Aviv, mais qui aujourd'hui est retourné au Canada, ben je lui envoie un message sur Messenger. Je n'ai pas besoin de lui envoyer une lettre. Donc est-ce que c'est possible de faire un pas en arrière? Probablement non. Est-ce qu'il faut vivre dans un monde plein de paranoïa? Ça, c'est plus mon rôle que le vôtre. Mais oui, je pense qu'il faut faire attention. D'où les astuces dont on a parlé tout à l'heure. Il faut faire attention. Il faut comprendre qu'il ne faut pas être crédule à 100% dans le monde dans lequel on vit. Tout simplement parce que il va y avoir des gens qui vont essayer d'interférer. Donc, mon opinion n'est pas de dire zéro réseau social, zéro contact, parce que je pense que c'est très compliqué de le faire. C'est juste de faire gaffe. Dan, est-ce que vous pensez que les médias ont un rôle à jouer dans le sens où eux aussi participent justement à cette promotion des fake news et comment on peut maîtriser cela? Alors, comme dans toutes les entreprises, vous me posez la question par rapport à la cybersécurité. J'imagine qu'en 2021, bientôt 2022, il faudrait quand même se rendre compte que les médias ont une influence gigantesque sur ces effets boule de neige et ces avalanches dont on discutait tout à l'heure. Et donc, par conséquent, une boîte, un conglomérat de médias, que ce soit Warner Media, Comcast ou je ne sais qui, partir du moment où il n'y a pas de fonction humaine ou technologique qui va agir comme un mécanisme de filtrage avant d'appuyer sur le bouton, on va se retrouver avec 300 000 lecteurs qui vont lire quelque chose qui n'a peut-être pas été vérifié comme il faut. Voilà. Moi, je discutais avec un des PDG de ces grosses sociétés dont on a parlé juste avant, et je lui demandais est-ce que vous basez vos recherches et vos news, comme je vous ai montré sur la photo de CNN, est-ce que vous basez ça sur des comptes et des réseaux sociaux et des remarques et Twitter et Facebook? Oui, bien sûr. On est très avancé, nous. On a une technologie incroyable. On sait tout ce qui se dit à tout moment, quasiment en temps réel. Et donc, si demain, il y a 50 000 personnes qui vont dire que Tariq est incroyable et qu'il fait un job sublime, on va le mettre direct sur CNN. Je pense que vous voyez où on en vient là. C'est-à-dire que un des plus gros conglomérats de médias du monde vont suivre les pas des réseaux sociaux. Quand il y a 50 000 personnes qui disent quelque chose en ligne, ça veut forcément dire que c'est normal. Non. Non. Donc il y a une responsabilité venant de ces agences et de ces conglomérats de médias qui est aussi importante que la responsabilité régulatoire. Alors, Dan, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours. Vous avez présenté votre équipe tout à l'heure qui ont travaillé dans l'armée et on connaît on va dire la réputation de l'armée israélienne en termes d'information, de guerre d'information et tout ça.
Et qu'est-ce qui vous a, quel a été un peu le cursus pour aller et qui vous a motivé pour aller vers ce domaine? Ça a commencé par de la chance. Mon parcours à la base, c'était plus un parcours de développement commercial chez Google en Irlande et chez Deloitte. Et à un moment, j'ai rencontré mon associé Youssef qui me disait est-ce que tu sais ce que j'ai fait pendant 13 ans à l'armée? Ma réponse, c'était non. D'un autre côté, j'ai pas envie de mourir. Et donc, il me disait bah écoute, je vais te raconter. Et puis, il me raconte de façon très brève qu'il a dirigé ce département, qui s'occupait de l'analyse des effets boule de neige. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Je n'ai aucune connaissance, Dan, je n'ai aucune connaissance sur ce domaine. Mais, peu importe où tu vas, je te suis. Parce que je sais que tu sais de quoi tu parles, tu es un expert, et je te fais confiance. Et donc, c'est peut-être pas la meilleure réponse, mais ma réponse, de façon très humble, c'est que j'ai commencé mon cursus dans le monde de la cybersécurité et de l'analyse de désinformation grâce à mon cofondateur qui m'a amené à l'intérieur de ce monde et qui m'a appris beaucoup, qui m'a enseigné énormément là-dessus. Et aujourd'hui, grâce à lui et grâce à mon autre associé, on est à un stade où vraiment, alhamdoulilah, on est sollicité par énormément de sociétés dans n'importe quel pays. Donc la réponse c'est grâce à lui et non pas grâce à moi. Alors, je vais un peu soulever le côté un peu complotiste. On a souvent cru on a pensé que ces boîtes qui développaient des solutions étaient les premières à utiliser, à développer ces attaques et ces menaces. Est-ce que vous confirmez cette réalité ou pas? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on discute de ça, de grosses boîtes qui sont spécialisées là-dedans sont les premières qui développent ces menaces et qui développent ces attaques. Oui, il y a beaucoup dans le monde de la cybersécurité, il y a tout le temps ce jeu de offensif, défensif, red team, blue team, white hat, black hat, enfin toutes les couleurs qui vous plaisent, on s'en fout. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est très courant d'avoir les meilleures sociétés de cybersécurité défensive qui ont commencé par du soi-disant du red team. Donc dans notre monde, des gens qui, entre guillemets, orchestraient et faisaient partie de ces effets boule de neige et qui tout d'un coup sont devenus les protecteurs. Donc c'est très commun. C'est très commun dans quasi n'importe quelle branche du domaine de la cybersécurité. Très commun. Alors, une société comme Cyabra, comment vous travaillez justement, parce qu'il y a le côté réglementaire aussi, la loi, les lois qui sont réglementées par les États. Est-ce que vous travaillez directement avec ces gouvernements pour justement créer des textes de loi par rapport à ça, ou c'est quelque chose qui se fait encore indépendamment? Tout d'abord, aujourd'hui, on travaille principalement avec des entreprises, que ce soit des entreprises aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique. C'est vrai qu'on a quelques partenariats avec des agences gouvernementales. L'une d'entre elles, ça a été publié, l'une d'entre elles comme le ministère des Affaires étrangères américain, le US State Department, qui est un de nos clients, qui utilise notre solution de façon directe, avec, oui, ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui. La façon dont on a réussi à commencer cette collaboration avec eux, c'est qu'en fait, Cyabra avait participé à une compétition technologique américano-taïwanaise, et donc on avait pris la première place, et ça nous a permis d'avoir accès directement en tant que fournisseur de solutions technologiques directement avec le ministère des Affaires étrangères. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fournit plus nos solutions aux entreprises qu'aux agences gouvernementales. Pourrait-on imaginer un ministère de la cybersécurité demain? Dans quel pays?
Je sais pas, n'importe lequel. Oui, je pense que c'est l'avenir. La cybersécurité, c'est un domaine qui va toucher quasiment tout type d'infrastructure. Et je pense que ce qui s'est passé au Maroc est absolument incroyable, d'avoir une ministre de la transformation digitale, je ne me trompe pas, ministre de la transformation digitale au Maroc. Moi, je trouve ça, mais ça me remplit d'inspiration parce que je me dis que c'est quand même un énorme pas pour devenir leader dans ce type de transformation. Mais étant le mec un peu pessimiste qui fait de la cybersécurité, je me dis c'est bien, c'est un premier pas, mais il y aura probablement besoin de faire un deuxième pas. Et je pense que ce deuxième pas, c'est ce dont vous parlez. Je pense qu'à un moment, on va se retrouver à un stade où les pays et les gouvernements n'auront plus le choix, mais de créer les équivalences de... Aujourd'hui, ils appellent ça des fois aux États-Unis les Chief Information Officer, les Chief Information Security Officer, pour certains states, et ça va monter au niveau fédéral. Et donc, oui, ça arrive. Alors, je vais me tourner vers l'audience. Nous allons passer à une série de questions-réponses. Donc, j'espère que vous avez préparé vos petites questions. N'hésitez pas, profitez-en. Monsieur. Alors, on va vous donner un micro. Voilà. Bonjour, Naufal Alavi. Je voulais vous poser une question sur est-ce que Siabra comment peut adapter ses solutions à un contexte particulier qui est le Maroc, qui est un peu le monde arabo-musulman, parce que je pose des questions parce que là, nos rapports avec les réseaux sociaux et les médias, c'est un peu différent par rapport à l'Europe. Votre introduction un peu anxiogène, un peu stressante, et les messages que vous avez passés dans votre introduction, un peu pourraient éventuellement impacter, intéresser un citoyen ou un acteur européen, mais nous, nos rapports sont vraiment différents. Parce que les réseaux sociaux, on les a vécus dans un contexte arabo-musulman, de printemps arabe, un certain nombre de choses. Les menaces, on ne les voit pas de la même manière. Parce que nous comptons beaucoup sur nos institutions. Moi, personnellement, je pense que nos institutions sont assez outillées pour pouvoir... La menace, pour nous, la menace est gérée ailleurs par nos États, par un certain nombre d'acteurs institutionnels. Donc, comment adapter vos outils qui sont, j'imagine, très performants par rapport à un contexte marocain spécifique, un marché petit, des capacités de financement qui sont un peu pas très importants, et qu'offre Siabra de différent par rapport à tous les outils qu'on a testés depuis maintenant une quinzaine d'années. Je parle de Digimind en premier, après toutes les autres solutions maintenant qui sont un peu utilisées par les grandes entreprises marocaines, que ça soit, je sais pas, j'ai oublié voilà. Parce que au cours des 10 dernières années, on a utilisé un certain nombre d'outils que les grandes entreprises ici présentes les utilisent jour le jour. Voilà, comment Siabra peut offrir ça? Quelle est la différence par rapport à un contexte très particulier? Voilà, c'était ça ma question. Merci pour votre question. Donc je récapitule. Comment est-ce que Siabra peut adapter sa solution pour le marché marocain, qui en fait n'est pas si petit que ça quand on y pense, il est assez conséquent. Et deux, comment est-ce que notre solution Siabra est différente par rapport aux autres solutions qui seraient susceptibles de ressembler à la nôtre? D'accord, et qui sont déjà sous utilisation. Alors, d'un point de vue adaptation, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue technologique, que ce soit, espérons bientôt, pour le marché marocain ou pour d'autres pays en Asie-Pacifique ou aux États-Unis, ainsi de suite. Il y a une adaptation technologique qui va toucher ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, donc la capacité de nos algorithmes à comprendre le contexte et à extraire les informations les plus intéressantes en essayant de lire et de comprendre une certaine syntaxe.
Donc aujourd'hui, notre solution fournit quand même ces analyses sur quasiment 15 langages différents, de façon assez approfondie, que ce soit français, mandarin, espagnol, portugais, et ainsi de suite. La manière la plus simple pour nous de pouvoir adapter notre solution, c'est de prendre, d'utiliser une technologie basique de NLP qui nous permet d'arriver à un certain niveau minime, voilà, pour pouvoir être performant pour les entreprises marocaines, et ensuite là-dessus appliquer nos propres besoins. Parce que les moteurs NLP qui existent aujourd'hui ne sont pas forcément les plus performants, quasiment dans n'importe quel langage d'ailleurs, si vous me posez la question. Et donc, pour tout langage qu'on a appliqué dans nos algorithmes, on a dû rajouter une couche Siabra, en fait, pour que ça puisse convenir au contexte et au type de syntaxe. Donc ça, c'est par rapport à votre première question. La deuxième question qui était au niveau avantage compétitif, entre guillemets, il y a énormément de solutions qui existent tout à fait depuis 15, 16, 17 ans, qui vont se baser sur des réponses assez courtes et pas très profondes, et qui ne vont pas analyser, et qui ne vont pas être en mesure d'analyser la prolifération du contenu, et qui ne vont pas analyser le niveau d'authenticité des acteurs ou du contenu qui est impliqué à travers ces avalanches. Donc, je pourrais vous donner 1000 réponses pourquoi, et la plateforme elle est très simple à utiliser, et on a un service clientèle magnifique, mais bon, tout ça c'est secondaire. Les deux vraies raisons pour lesquelles notre solution aujourd'hui est différente, c'est par rapport à ça. C'est le fait, l'analyse approfondie de l'avalanche, exactement, de la prolifération du contenu ainsi que l'authenticité en elle-même. Merci. Exactement. 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 Ça se fait automatiquement. Question, monsieur? Juste le curseur. Voilà. Merci pour cette présentation et merci pour cette sensibilisation. Bienvenue. Et merci pour nous rappeler quelques réflexes qui sont essentiels quand on est en face de l'info, quand on partage l'info. J'ai vu le déroulé et franchement, on ne réalise pas que la simplicité, parfois, elle arrive après avoir digéré une certaine complexité, parce que le sujet il est complexe. Moi, ma question, elle est par rapport aux populations fragiles aujourd'hui, parce qu'on a parlé des États, nous avons parlé des entreprises, et pour moi, il y a une population fragile dont on ne parle pas beaucoup, c'est nos petits, aujourd'hui, qui s'approprient tous les outils, aujourd'hui, des réseaux sociaux, etc., qui partagent beaucoup d'infos, et qui sont même ciblés par des entreprises qui font du marketing à longueur de journée. Et cela m'interpelle, car je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réflexion qui est associée à l'étape éducation. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la cybercriminalité ne devrait pas figurer aujourd'hui dans les cours au niveau de l'école? Est-ce qu'il n'y a pas des programmes qu'il faut mettre en place pour sensibiliser cette population dite fragile au risque de la cybercriminalité? Merci pour votre question. Il n'y a absolument aucun doute. Je pense que même si c'est relativement plus simple pour les adultes de pouvoir comprendre comment faire face à ce type de menaces, c'est vrai que pour les adolescents et les mineurs, il y a un manque et un besoin imminent de créer cet aspect éducationnel.
il y a certains pays dans l'Union européenne qui commencent à s'y mettre, qui commencent à insérer certains cours et cursus à très jeune âge pour expliquer comment faire face à ça. C'est encore rarissime. Donc, je vous parle même pas je vous parle pas des États-Unis, je vous parle pas d'énormes pays dont en général on dit on va essayer de suivre la tendance. Je vous parle de pays très innovants dans l'Union européenne et ma réponse est mais oui, absolument. Ce n'est pas que la responsabilité par contre du gouvernement et du ministère de l'Éducation de faire ça. C'est en grande partie sa responsabilité. Mais je pense qu'à un moment, il y aura aussi besoin d'avoir une implication venant du secteur privé. De créer des sortes d'écoles qui vont faire des formations pour apprendre et pour enseigner. Ça fera partie de la solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un stade où, comme vous dites, n'importe qui a accès à n'importe quoi, y compris les mineurs. Donc c'est très problématique et je pense que 100% de la solution doit avoir en charge les agences gouvernementales ainsi qu'une petite partie du secteur privé. Question. Bonjour, oui. J'aimerais revenir sur la question qui vient juste d'être posée pour plus partager une information plutôt que de vous poser une question. Alors, par rapport justement à l'éducation et concernant les programmes qui sont mis en place pour sensibiliser les enfants, aujourd'hui à Casablanca, au niveau de l'école Val d'Enfa du groupe scolaire Louis Massignon, il y a un projet qui est mis en place qui s'appelle Protect Ed, qui est un programme canadien qui permet aux enfants d'abord d'avoir des informations concernant et être sensibilisés par rapport à l'information, et puis aussi et surtout, comme ce sont des gens, des enfants qui ont accès aux réseaux sociaux, etc., de les sensibiliser par rapport à ce qu'ils font sur Internet, à quoi ils ont accès, et surtout ces aspects de sécurité. Donc, pour répondre à la question de monsieur, oui, ça existe, et puis ça existe déjà ici au Maroc. Il y a un projet qui vient d'être initié aujourd'hui. Merci. Merci pour le partage. N'hésitez pas. Hein. Monsieur. Oui, bonjour. Merci Dan pour la présentation. On a échangé tous les deux tout à l'heure. Je voudrais savoir si Siabra, je parle pour les entreprises, hein, les grands groupes, est-ce que Siabra, après avoir déterminé quel était le scope de l'attaque, est capable aujourd'hui, à travers l'analyse du big data, de proposer quelque chose d'anticipatif, d'avoir une capacité prédictive en disant, bon, ok, on voit qu'on a tel type de produit, quel est le signal que ça envoie, etc. Est-ce que vous avez cette capacité à travers votre process? Merci pour la question. La capacité prédictive a besoin de s'appuyer sur de la big data, donc sur des datasets gigantesques de plusieurs milliards et dizaines de milliards de points de data qu'on a dû recueillir tout au long de ces 3 années et demie d'existence. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence justement à appliquer certains points de nos recherches prédictives, étant donné que uniquement aujourd'hui, on a assez de points de data pour pouvoir le faire. Si on voulait faire de la prédiction sur 58 conversations au Maroc et 23 en Israël, ça aurait été très difficile de faire de la prédiction là-dessus, comparé à plusieurs milliards de data points et donc dizaines de millions de conversations qui ont été analysées. Donc seulement aujourd'hui, on va commencer, d'ici les prochains mois d'ailleurs, à intégrer ce module de prédiction, entre guillemets, qui va dire, d'après nos informations et d'après nos connaissances, ce type d'effet boule de neige contre ce type de société va se développer sur Y axe. Donc c'est ça le modèle de prédiction qu'on est en train d'implémenter maintenant. C'est quelque chose qui n'est pas encore dans la solution, mais qui est en plein stade de recherche. Et donc ça va arriver bientôt. Avec plaisir. Monsieur Mazen, si vous pouvez donner...
bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du volet formation. Est-ce que vous pensez que ce qui devrait se faire d'abord au sein des entreprises, c'est pas la formation des collaborateurs et leur apprendre les comportements, les bons comportements à faire pour faire face à ce genre de cyberattaques et de fake news? Merci pour la question. De notre point de vue, c'est vrai que la formation c'est indéniable, c'est obligatoire, que ce soit pour des sociétés ou pour des agences gouvernementales, mais après ça dépend de l'ADN de la société ou de l'organisation dans laquelle on va justement implémenter ce type de solution. D'accord ? Si demain on parle d'une énorme banque, il va y avoir certains départements dans la banque qui ne vont suivre uniquement que la formation pour faire en sorte de ne pas subir certains dégâts, bien qu'il n'ait pas forcément besoin d'utiliser certaines solutions technologiques ou pas. Et il y aura d'autres départements qui seront obligés de suivre un cursus un petit peu plus approfondi, qui va probablement d'ailleurs commencer pas forcément par la formation sur le sujet en lui-même, mais peut-être par la formation sur comment utiliser une certaine solution technologique. Donc ça dépend entièrement du département et ça dépend de l'ADN de la boîte dont on parle. Voilà, c'est à peu près ça qu'on a vu aujourd'hui. Et voilà, donc il y aura plusieurs réponses aussi entre les secteurs. C'est clair que dans le secteur financier, que ce soit banque ou hedge fund ou ainsi de suite, la réponse sera complètement différente que quand on se base sur les sociétés de retail et de consumer packaged goods et ainsi de suite. Voilà. Alors, Dan, j'évoquais tout à l'heure, et c'est pas par hasard, hein, parce que le cas de la piraterie du site de la CGEM, Confédération Générale des Entreprises Marocaines, et souvent, mon cybersécurité, c'est prévenir avant l'attaque. Mais une fois que l'attaque est faite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces données disparaissent? Comment on les récupère? Comment on traite justement cette attaque par la suite? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se dit, bon, des informations ont été piratées. Où elles vont aller? Comment elles vont être exploitées? Est-ce que vous intervenez aussi après, justement, pour soigner ou pour éviter justement des situations de catastrophe? Alors, par rapport au hack qu'il y a eu sur le portail en ligne, c'est vrai que la première réaction en général de la plupart des sociétés, c'est quand même de dire bon, bah, on va enlever la prise et comme ça on est sûr que plus personne n'a accès aux infos. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que ce site internet est une porte vers un portail dans lequel les gens peuvent se connecter, c'est-à-dire faire un login, et donc derrière il y a des informations un petit peu plus sensibles et secrètes, et c'est là en général où ça devient beaucoup plus compliqué. Si demain quelqu'un essaie de se connecter sur un site one-pager d'une boucherie marocaine, je ne sais pas si les dégâts vont être monstrueux. Par contre, si demain on essaie de hacker le site de cette confédération, c'est quand même assez compliqué parce que s'il y a un login, il y a une porte. Et s'il y a une porte qui a été exploitée, des fois ça amène au mauvais endroit. Donc la réaction d'enlever la prise, c'est quand même assez logique pour faire en sorte de couper ce tunnel bilatéral d'informations qui va fluer dans un sens ou dans l'autre. La deuxième chose, par rapport à Cyabra, nous, on fait en sorte de s'arrêter et de ne pas être impliqué dans ce qu'on appelle en anglais les countermeasures. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de requêtes d'entreprises qui nous ont dit si vous êtes si bon à analyser les avalanches, vous n'avez qu'à créer vos propres avalanches. Pourquoi pas? Hein? Vous avez qu'à être Red Team et Blue Team. Et la réponse est non. La distinction est très claire de notre point de vue. Il n'y a absolument aucun moyen de faire du Red Team et du Blue Team, quoi qu'il.
Je pense que c'est très important pour l'image de notre marque en tant que start-up qui veut s'épanouir sur plusieurs marchés. C'est très important d'avoir une image unie et simple à comprendre qui dit, parlant d'avalanche et d'effet boule de neige, on est blanc comme neige. On ne va pas s'en mêler les pinceaux et commencer à rentrer dans les oui, on va faire de l'offensive, mais vous inquiétez pas, on va vous dire comment on va pouvoir recréer et balancer l'effet de... Non. Notre objectif est de pouvoir éclairer ces menaces, expliquer comment elles sont orchestrées et donner toutes les réponses nécessaires pour que l'utilisateur comprenne comment lui ou elle, comment on peut y remédier. Mais notre rôle n'est absolument pas de toucher à ce côté remède ou mitigation d'un point de vue conscience et d'un point de vue ADN de notre société. Voilà. Monsieur ? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Sérieusement, moi aussi j'ai vraiment très peur concernant les avalanches et tout ce que ça peut créer. Ce qui me fait le plus peur aujourd'hui au Maroc, c'est le côté NFT développé. Ça veut dire qu'il y a vraiment un marché informel aujourd'hui parmi les jeunes Marocains dont les jeux comme Axie Infinity et tout ça, ils gagnent de l'argent. Mais en même temps, ils font des salons de discussion. Et au niveau de ces salons de discussion, ça commence à créer des informations, et une avalanche est créée. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. C'est vraiment informel. Je ne sais pas comment on peut se protéger contre ça. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du consommateur en général, et on parle de la jeunesse marocaine aujourd'hui. On ne peut pas dire que ils sont aware about that. C'est des gens, c'est des jeunes qui sont là pour gagner de l'argent. Ils jouent et en même temps ils peuvent créer des avalanches d'informations qui sont vraiment très dangereuses des fois. Merci. Merci pour la question. Étant donné qu'on fournit notre solution aux entreprises financières, on a énormément touché le sujet de l'influence sur les sociétés cotées à la bourse. Alors ça touche pas forcément le monde du NFT, mais ça touche des fois un peu le monde de la cryptocurrency. Et donc forcément, ça touche la capacité à pouvoir influer sur le taux de bourse d'une boîte qui est cotée au CAC 40, au Nasdaq, ou au London Stock Exchange, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant de voir que la plupart des sociétés financières mondiales, les plus grosses, celles que vous avez à l'esprit, n'ont aucun moyen de comprendre justement comment ces jeunes gens ont quand même la capacité de jeter des mots et de cracher du venin à tout va. Ils arrivent quand même à convaincre certaines personnes. Je vous donne un exemple concret. Début de l'année 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé avec GameStop et AMC et Tesla et certaines monnaies de cryptocurrency. C'est quand même assez intéressant de rentrer dans le vif du sujet et de voir que la désinformation, ce n'est pas forcément que le réel contre l'irréel, que l'authentique contre l'inauthenticité. On peut enlever cette étape, même des fois, et juste dire moi, je vais juste aller pousser mon opinion de la façon la plus agressive possible, dans les endroits les plus intéressants. Et les endroits les plus intéressants, dans ce domaine-là, ce n'est pas que les Facebook et les Twitter. Donc on ne parle pas forcément que des réseaux sociaux, on parle aussi de blogs et de forums. Bon, alors je vous ai donné l'exemple tout bête, le blog à Roger, mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de blogs du style Reddit, 4chan, 8kun et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le dark web, accessible à tous.
C'est-à-dire qu'il y a un certain point, une certaine façade d'anonymité qui se crée derrière les comptes. Et puis la personne qui va dire la chose la plus scandaleuse, ou la plus sexy, ou la plus intéressante, c'est elle qui va gagner, puisque étant donné que tout le monde va y croire. Et si j'essaierai de vous montrer ça plus tard, mais si je vous montre les soi-disant effets boule de neige qui étaient liés à AMC et à GameStop, en début 2021 sur Reddit, ce sont des centaines de milliers de commentaires de gens qui disent, excusez-moi de mon langage, qui disent les mêmes conneries à tout va, mais le seul problème, c'est pas juste de le dire, c'est qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Et donc que ce soit des jeunes de 16 ans qui s'ennuient au Covid à la maison, ou que ce soit des investisseurs qui veulent créer des situations qu'on appelle, entre guillemets, le pump and dump, par exemple, et donc faire un certain bénéfice sur du court terme. Donc l'NFT n'est qu'une autre catégorie qui a été dupliquée par rapport à la manière dont les informations sont promues, et c'est juste une autre catégorie, et ça a touché les monnaies crypto, et ça va toucher l'aspect politique, et ça va toucher les entreprises et leur image.